mais il nous reste une présentation et non des moindres, celle du professeur Luc Boutillier, qui a la tâche ambitieuse de conclure nos travaux. Et donc le professeur Luc Boutillier est professeur titulaire au département des sciences du bois et de la forêt. Il s'intéresse aux questions d'économie forestière, d'évaluation environnementale, de politique forestière. Il est membre de plusieurs centres de recherche, mais je suis convaincu que nous n'avons pas fini d'en apprendre. Alors Luc, la parole t'appartient et merci. Merci Christophe. Alors écoutez, merci de rester là. Vous êtes bien brave. On va essayer de vous en donner pour votre argent autour de 10 minutes. Un bien vaste colloque qui nous a permis d'aborder un tas de secteurs. Et l'intention, c'était de comprendre ce que veut dire la transition énergétique. Et d'emblée, le premier conférencier, M. Mousseau, nous a dit, écoutez, la transition énergétique, ça veut dire consommer moins, consommer mieux, et diminuer, ce faisant, diminuer notre empreinte écologique. On a de vastes ambitions, peu de moyens. Ça ne fonctionnera pas, on n'atteindra pas nos objectifs. Disons, c'était une façon plutôt pessimiste d'ouvrir le colloque. Et il a conclu en disant, il y aura un conclave de sages en 2018 auquel vous êtes tous convoqués, et on espère qu'on aura un plan d'action pour un peu corriger le tir. Sur ces bonnes paroles, arrivent deux conférenciers qui nous disent, écoutez, oui, peut-être que si on regarde ça dans la perspective de grande politique, c'est vrai que c'est long. Et en sciences politiques, les grandes politiques sont rarement visionnaires. Elles viennent après qu'il y ait eu un certain consensus social. Elles viennent après qu'il y ait eu des innovateurs sociaux, voire des activistes qui brassent la cage et qui nous forcent à agir. Ça peut venir aussi après des catastrophes, mais là, je m'inscris dans la dynamique de M. Mousseau, disant « ça va mal, ça va aller encore plus mal, et peut-être que là, on aura des changements ». Je pense qu'il faut être positif. Et d'ailleurs, M. Roy nous a dit, écoutez, oui, c'est vrai que tous les grands projets énergétiques sont soustraits à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais, on a l'outil du zonage fonctionnel. Et ça, la loi le permet. Et je peux même faire un lien là avec M. Rousseau et Mme Nielsen, avec cette fameuse loi 22, là, qui est la loi qui reconnaît aux municipalités un rôle de gouvernement de proximité. Et ça, il ne faut pas l'échapper. Le terme, s'il y a un mot qui revient dans à peu près tout le fil conducteur, un mot qui revient dans à peu près toutes les conférences, c'est cette idée de proximité. Et la transition énergétique, les municipalités sont conviées à l'activer et à l'activer dès maintenant, et on a des outils juridiques qui ont certaines limites, mais il y a des raisons non seulement d'espérer, mais d'être confiant qu'au fur et à mesure que la catastrophe va devenir plus évidente, on va passer en contrôle manuel. Là, j'ai presque le goût de brancher avec vous, là, mais pas tout de suite. On va passer en contrôle à une échelle de proximité. Cette économie de proximité va venir. Alors, c'est un peu ce que M. Roy nous a dit, tout en insistant, cette histoire de zonage fonctionnel implique zonage flexible. Alors là, ça va peut-être prendre des lois intelligentes. Hein?
pourquoi pas? On est rendu là. Ça va. Bon, avec notre dernière conférencière, là, c'est un peu comme si on n'avait pas besoin d'intermédiaires financiers, puis on n'aura peut-être pas besoin d'intermédiaires énergétiques. Ben, peut-être qu'on va continuer à avoir besoin d'avocats, de juristes, mais dans une perspective non pas de droit qui formalise les contrats, mais qui nous fait évoluer vers des lois intelligentes. Évidemment, il y a toujours le problème que ça signifie qu'on a des lois pour le moment qui sont bêtes. Peut-être. Je vous laisse le soin de décider là-dessus. Notre troisième intervenant, M. Savard, nous a montré que oui, c'est possible, cette histoire de proximité qui permet aux municipalités de mieux faire face aux enjeux, aux défis de la transition énergétique, notamment parce que il y a moyen d'avoir une vision applicable qui suscite des actions presque immédiates en matière de mobilité et qu'en matière d'aménagement du territoire urbain, la mixité, on peut commencer à gérer ça dès aujourd'hui et que c'est une des actions en matière de gestion urbaine qui est la plus probante, qui a le plus d'impact en matière de gaz à effet de serre. Il nous a lancé que parvenir à bien gérer la mixité des fonctions en milieu urbain, ça pourrait nous donner une baisse de gaz à effet de serre de 45 %. Là, il y avait trop de choses. Là, je n'ai pas compris si c'était 45 % par rapport à aujourd'hui ou 1990. Et sur combien de temps on peut avoir ça. Mais on a encore un signal qu'à l'échelle municipale, on peut faire une différence, mais que pour ça, il faudra se sortir de cette logique où le développement repose sur l'action des promoteurs. On a ensuite notre invité qui nous vient de l'Université de Pau, M. Philippe Terner, qui nous dit, vous savez, en France, la législation a de grandes attentes envers les communes. Alors, il y a convergence avec ce que les deux premiers conférenciers ont dit. Au fond, pour les juristes, la grande tendance qu'on peut observer en France, c'est le refus de l'écologie punitive. Et je suis assez d'accord avec ça. Si on mise sur le citoyen, oui, il y a des abus qu'on peut corriger avec de la contrainte, voire de la coercition, mais l'écologie est là pour nous donner des co-bénéfices. Et je pense qu'on n'a pas assez insisté là-dessus. On a ensuite passé à la deuxième ligne avec des exemples de décarbonisation. Tout d'abord avec notre hôte, Christophe Grolic, qui nous dit, vous savez, dans la loi sur le développement durable, il y a un grand principe de subsidiarité qui signifie que la manière de gérer le développement territorial peut faire une différence si elle est proche du citoyen. Encore une fois, le mot proximité. Et qu'on peut avoir, et là on est entré dans toute cette histoire d'électrification du transport, peut-être en se rappelant qu'il ne faut pas avoir de l'écologie punitive, mais néanmoins, si vous voulez avoir un comportement discutable, vous achetez un gros SUV, voire un Hummer, parce qu'il y en a encore de ça, grand bien vous fasse. Mais vous aurez à payer une taxe qui permettra de financer des incitations de gens qui veulent conduire des autos qui fonctionnent à l'hydrogène, à la fusion hydrogène et qui ont
qui n'ont pas besoin de pilotage avec de l'intelligence. Alors, intéressant. On est passé à tout à fait autre chose avec Evelyne Tifo qui nous dit, oui, les municipalités urbaines, c'est effectivement là où il y a des grands problèmes, c'est probablement là où il y a des capacités d'adaptation, mais n'oublions pas les collectivités en milieu rural. Et au Québec, en matière énergétique, la filière de la bioénergie forestière est extrêmement intéressante. Et elle est extrêmement intéressante parce qu'elle développe une économie de proximité. Encore ce mot-là. Alors, être proche des citoyens, extrêmement intéressant, d'autant plus que la bioénergie forestière peut permettre de créer des circuits courts utilisant des ressources énergétiques à proximité des lieux d'utilisation de ces réseaux de chaleur. Et bien mieux que ça, cette économie de proximité qui semble parfaitement cohérente avec l'idée de communautés isolées dans les fins fonds des bois qui sont remplis de loups, de castors et je ne sais quoi d'autre de sauvages, ces communautés peuvent entrer en relation avec des municipalités urbaines si on se sert de ces municipalités urbaines comme des centres d'intégration régionaux. Et je n'irai pas plus loin là-dessus, sinon pour passer tout de suite à Simon Barnabé, alors que Evelyne Tifo nous parlait de bioénergie forestière, Simon Barnabé nous a montré un exemple précis à la TUC où on veut produire du biodiesel en utilisant la matière ligneuse résiduelle aux opérations forestières conventionnelles pour produire du biodiesel. Mais on a aussi parlé du cas de Bécancour avec un bioparc qui se sert des résidus agricoles dans un concept d'économie circulaire. On a parlé de Victoriaville qui utilise des lexivia, des eaux usées pour faire pousser des algues qui permettent la production, encore une fois, d'huile et d'adhésifs. Fascinant. Fascinant. Puis encore une fois, c'est l'idée de circuit court. Et là, il nous dit, attention, amis juristes, vous devez avoir en tête qu'on a besoin d'outils juridiques pour obliger l'utilisation d'énergie renouvelable. Cette idée d'obligation, et qui là est peut-être en contre-pied, voire en contradiction avec cette idée qu'il faut éviter les actions punitives d'un point de vue écologique. Le message qui nous vient de France. Mais il nous dit aussi, si on veut aller plus loin dans les énergies renouvelables, des allègements réglementaires vont être nécessaires. Et allègements réglementaires, probablement, encore une fois, pour convier les forces vives de milieux urbains, pour articuler des chaînes de production énergétique dans le contexte d'une économie de proximité. Bon dîner, où il a été question d'éthique. En rentrant, on parle de ville intelligente, avec d'abord M. Stéphane Roche, qui, essentiellement sur la question de la transition énergétique, nous dit, vous savez, c'est toute la technologie est disponible pour qu'on puisse promouvoir l'efficacité énergétique, pour qu'on puisse mieux maîtriser l'énergie dans les villes dites intelligentes. Et que ça va améliorer, la technologie peut nous permettre d'améliorer le rendement de l'énergie produite et peut aussi améliorer les patrons de consommation. Mais il y a un enjeu, celui de l'acceptabilité sociale, parce que, à l'instar des véhicules autonomes,
la plupart des citoyens ne voient pas tout à fait leur intérêt là-dedans et ont tendance à afficher une certaine résistance. Arrive Mme Corbett qui nous dit, oui, bien écoutez, les citoyens, ils affichent de la résistance, là, mais ça se travaille. Ça se travaille avec des systèmes persuasifs. Bon, pourquoi pas? Je ne demande qu'à croire, quoique ça m'a rappelé l'époque du cégep. Et dans mon cas, c'est très, très, très loin où, en philo, on nous faisait étudier un livre qui s'appelait « La persuasion clandestine ». On va utiliser la publicité et avec ça, on va, sans que vous vous en rendiez vraiment compte, imprimer des patrons de consommation particuliers. Évidemment, Mme Corbett m'a rassuré, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça qu'elle a en tête. Et entre autres, utiliser ces systèmes informatiques pour changer les comportements des citoyens en incitant à l'adoption de comportements éco-responsables, c'est ça qu'on devrait avoir en tête. Idée intéressante qui, évidemment, repose encore, je pense que ces systèmes-là sont porteurs d'avenir, mais dans la mesure où ils s'inscrivent dans une économie de proximité, dans la mesure où ça participe à la qualité de vie de citoyens qui sont bien ancrés dans des territoires donnés. Et c'est peut-être là où M. Rousseau et Mme Nielsen, en nous expliquant un peu qu'est-ce que c'est que ce fameux projet de loi 122 qui est devenu la loi reconnaissant aux municipalités leur rôle de gouvernement de proximité, je pense que oui, il y a ce qu'il faut pour qu'on puisse, à l'échelle d'une municipalité, d'un territoire régional, accélérer la transition énergétique, sauf que, et c'est ce que j'ai compris, il y a beaucoup d'outils de démocratisation des décisions, mais là, on semble faire l'économie du travail de sensibilisation qui est nécessaire si on veut compter sur une participation citoyenne accrue, intense, qui fait une différence. Écoutez, on est sollicité de toutes parts, de tous côtés. Effectivement, je pense que même s'il y a des outils, des mécanismes de démocratisation des décisions, ces outils de démocratisation des décisions peuvent faire une différence, mais là, il va vraiment non seulement avoir du droit intelligent, mais voir la participation du public autrement que par des mémoires, des consultations conventionnelles. Et là, je pense que c'est tout un défi. Arrivent nos deux derniers conférenciers. D'une part, M. Gardner nous a tenus sur le bout de notre chaise avec cette histoire des véhicules autonomes. Et peut-être qu'au fond, toutes les questions de mobilité, d'une meilleure utilisation des transports pour baisser la facture énergétique, en particulier dans les milieux urbains, peut-être que c'est une fausse question, que la technologie va régler ça. Une ville intelligente, des véhicules autonomes qui vont engendrer moins d'accidents, qui vont baisser les primes d'assurance, voire les faire disparaître, qui vont faire disparaître l'intérêt de conduire une voiture et de détenir un permis. Peut-être qu'on se pose trop de problèmes avec la question de la mobilité, mais peut-être que j'exagère un peu. Fions-nous sur les chocs du destin pour nous amener à prendre la technologie comme une solution, mais devant laquelle on ne doit jamais baisser la garde.
devant laquelle il faut être vigilant. Et ce que Mme Bouchard nous a introduit avec cette idée de la révolution du blockchain, hein, ces technologies de stockage sécurisées et décentralisées, mais qui sont aussi anonymes et pour lesquelles vous pouvez être dans le gros trouble si vous perdez la clé de cryptage. Bon, ben, ça ouvre beaucoup de potentiel. Entre autres, ce que j'ai compris, là, c'est que les réseaux de distribution d'énergie de proximité, ben, avec la technologie du blockchain, ça serait non plus une vue de l'esprit, mais ce serait au coin de la rue. Bon, ce que j'ai retenu dans les risques, c'est surtout que ça nécessite une grande consommation d'énergie. Et là, je me disais, on fait quoi là, quand il y a une catastrophe naturelle? Et là, je ne parle pas de tempête, je ne parle pas de tremblement de terre. Je parle, par exemple, d'une tempête solaire, comme on en a connu dans les années 90, en 94, je crois, où là, tout le système électrique est tombé à zéro. Ben, qu'est-ce que ça veut dire sur toutes nos technologies? Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut toujours être attentif au choc du destin et que si on se fie aveuglément à notre encadrement juridique, à l'intelligence des systèmes technologiques qui encadrent la vie en société, ben, c'est un peu comme se planter la tête dans le sable et vis-à-vis des chocs du destin, quand vous avez la tête dans le sable, ben, vous laissez une partie sensible exposée à des chocs qui peuvent être désagréables. Comment est-ce qu'on s'en sort? Bien, en ayant des citoyens éclairés, en ayant des citoyens qui vont, eux, vivre la transition énergétique à une échelle très terre-à-terre. Et pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Peut-être parce qu'il va y avoir de la technologie persuasive, sûrement même. Peut-être parce qu'on va avoir des technologies autonomes en termes de transport, des technologies qui vont nous permettre de faire des transactions de proximité, notamment sur la question énergétique, mais certainement parce qu'on aura des instances juridiques et de démocratie participative qui vont devoir de plus en plus solliciter des citoyens avec intelligence. C'est ce que j'ai compris. J'aime à croire que j'ai été clair dans la petite histoire que j'ai essayé de vous raconter en quelques minutes. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Luc. Je fais comme toi, Luc. On retourne au papier. Comme quoi, quelquefois, l'intelligence, ben, c'est aussi de retourner aux sources papier. Je vais aller vite, mais quelques mots quand même qui ont leur importance. Bon, des remerciements. Remercier le comité scientifique, Stéphane Roche, Evelyne Tifo, Pierre Rissalis, Pierre-Luc Désiel, qui ont pensé ce colloque sur le plan scientifique. Et puis, les membres aussi. En fait, j'ai une pensée toute particulière pour nos conférenciers, pour nos présidents de séance, mais aussi ceux qui sont là derrière. Vous ne les voyez pas, mais ça fait partie des personnes importantes, tous ceux qui étaient dans l'organisation du colloque, qui font que tout se déroule bien, on est confortable. Toutes ces personnes de l'ombre qu'on ne voit pas, c'est grâce à elles sont nombreuses, et c'est grâce à elles que tout ça peut fonctionner. Donc, je voudrais qu'on ait une pensée pour ces personnes. Il y a notamment Sophie Sirmoro, qui est la professionnelle de recherche à la chaire, qui a fait un travail admirable. Puis sans son travail, on n'en serait pas là. Le colloque n'existerait tout simplement pas. Donc un grand merci à toutes ces personnes. Aux bénévoles aussi, qui nous ont servi de l'eau, mais c'est pas grand-chose, mais c'est important, parce qu'en plus on a eu beaucoup de retard. Je vous prie de m'excuser pour cela. Les présentations ont été filmées. En principe, si les conférenciers sont d'accord, vous pourrez les revoir sur Internet. Ça permettra, parce que la journée a été longue, donc ça permettra d'aller plus en profondeur, d'aller voir les présentations PowerPoint aussi, si les auteurs en sont d'accord, pour aller voir dans le détail, aller revoir ce qui a été dit.
Et puis, remercier nos collègues aussi de l'Acadie. Je vous rappelle qu'on avait une dizaine de maires là qui nous ont suivis en face, qui étaient avec nous dans la salle. J'ai d'ailleurs, Sophie m'a transmis un texto de leur part pour dire qu'ils étaient vraiment ravis. Ils avaient eu beaucoup d'échanges entre eux aussi. Et en fait, c'est ça, la proximité, c'est le mot qui est ressorti de tes propos, Luc. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est... Il y a eu des juristes et il y a eu des non-juristes. Et les juristes, on voit avec nos deux derniers orateurs, on parlait de transport, de voitures autonomes, ils ont parlé de blockchain, ils ont quasiment parlé plus de matière, de choses non juridiques que de juridiques. Puis on a eu des personnes de foresterie, de sciences de l'administration, qui sont entrés sur le terrain juridique aussi. Et dans la salle, il y a des juristes, il y a des non-juristes. Et c'était ça le défi. Est-ce qu'on peut se parler entre les disciplines? Parce que si on veut relever le défi de la transition énergétique, c'est ensemble, seulement ensemble qu'on peut relever ça, ce défi. Alors, avez-vous aimé ce principe? Est-ce que c'est vous aussi? La proximité, c'est pas simplement ici, moi qui vous parle, je vous ai parlé, peut-être beaucoup trop parlé, mais qu'avez-vous pensé de ce colloque? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, l'année prochaine? Vous pouvez nous faire remonter aussi, parce que c'est ça la transition énergétique, c'est ce qui est passé, c'est de dire, c'est ce qui vient de la base de tout le monde, et de faire remonter tout ça, donc d'être dans cette logique ascendante. Avez-vous aimé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme thématique l'année prochaine? Comment on pourrait procéder? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Vous pouvez m'écrire, vous pouvez écrire à Sophie, vous pouvez aussi nous suivre et commenter sur la page Facebook, mais voilà, faites-nous part de comment vous avez aussi vécu ce colloque. Alors un grand merci à toutes et à tous, et puis je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci.